Donc en fait, donc l'USIDATU, dans l'unité dans laquelle je travaillais à la Salpêtrière, recevait des populations de patients avec déficience intellectuelle sévère et régression comportementale majeure. J'étais venu dans le service effectivement du docteur Fiard pour essayer de m'inspirer un peu. Je suis allé aussi dans un service aux États-Unis qui était essentiellement orienté autour des prises en charge comportementales. Et quand on a ouvert cette unité, effectivement, la difficulté, c'était de se dire, bon, les patients rentrent et ils ne pourront sortir que quand ils seront mieux et quand ils seront réinsérables. Or, ce travail clinique repose sur un rationnel de recherche qui était quand même assez pauvre. Et cette population de patients avec déficience sévère, en dehors des recherches étiologiques et génétiques, on ne peut pas dire qu'elle soit très privilégiée en termes d'investigation, de recherche clinique et d'efficacité des prises en charge. Dès lors que vous partez de ce constat-là, vous êtes, vous, à l'affût de tout ce qui pourrait marcher, tout ce qui pourrait aider à mobiliser ces patients, et surtout d'avoir une grille de lecture qui vous permette de mieux dépister leurs souffrances et des leviers pour mobiliser leurs symptômes. Alors, je voudrais qu'on aborde du coup aujourd'hui un certain nombre de troubles du comportement qui sont présents chez ces patients à travers une lecture motrice de l'autisme. Et je vais commencer par vous montrer un certain nombre de troubles du comportement qui faisaient partie un peu du quotidien de l'USIDATU. Et se pose toujours la question de savoir si, sur ces comportements, on assiste à des gestes intentionnels, des gestes non intentionnels, spontanés, ou à des gestes purement involontaires. Donc, parmi ces comportements, donc, il y a des gestes de destruction, il y a des crises comportementales auto-agressives avec des mouvements émotionnels. Il y a des automutilations répétées, spontanées, inopinées, automatiques. Il y a des grands gestes hétéro-agressifs, il y a des mouvements répétitifs et stéréotypés qui peuvent être d'une précision parfois, comme vous voyez chez ce jeune qui a une stimulation vestibulaire, une précision très importante parce qu'il ne se cogne jamais. Vous avez des troubles du mouvement qui sont pris parfois à tort pour des troubles du comportement. Ce patient-là avait été attaché plusieurs mois à cause de ça. Des mouvements de blocage, et puis une résistance très importante pour développer des aptitudes motrices, un apprentissage moteur autour de tâches quotidiennes, et des régressions motrices très importantes. Des oscillations aussi entre des moments où des patients sont dans une suractivité et des moments où ils sont très ralentis. Donc là, c'était le même patient sur deux tâches différentes, c'est-à-dire une tâche, c'est de nous taper, et l'autre, c'est de faire un puzzle. Voilà, donc quand on voit ces comportements moteurs parmi ces patients, on est parfois étonné de voir qu'il y a des canaux qui peuvent permettre à certains patients de réguler leur motricité ou leur niveau d'activité. Et je vais vous montrer un exemple tout simple. C'était un musicien qui venait toutes les semaines jouer du bac à la guitare à l'USIDATU. Donc c'était un illuminé, hein, c'était un hippie américain qui avait transcrit dans le désert tout bac à la guitare parce qu'il n'y avait pas de guitare je crois pas, hein, quand Bach a composé, et qui était sûr que les patients autistes avaient une écoute prémusicale et qu'ils étaient capables d'entendre le vrai Bach sans intellectualiser la musique. Et je vais vous montrer vite fait le début d'une séance, s'il y a du son, parce qu'il y avait du son tout à l'heure. Là, il n'y a plus de son. Bon, je ne vais pas vous chanter du Bach, en tout cas c'est très beau. Mais vous voyez que l'installation de la séance, essayer de repérer ce patient-là, qui est dans une certaine instabilité, qui va piquer les trucs aux uns aux autres, un autre qui est automutilateur. C'est dommage qu'on n'entende pas, mais bon, c'est pas grave. Et puis, la séance s'installe, et puis vous avez ce même patient qui va être totalement absorbé par la musique. Moi, j'étais toujours fasciné par la capacité qu'il avait à créer un calme comme ça
autour de lui. Et puis, de toute façon, avoir ce genre d'abord, ça amène la vie dans une unité comme l'Usidatu. Donc moi, j'avais toujours largement encouragé le fait qu'on ait des techniques un petit peu non conventionnelles, non orthodoxes, mais qui créent aussi un espace pour la rêverie des uns et des autres, et pour les patients aussi. On avait aussi la médecine chinoise, on avait beaucoup de choses comme ça. Voilà, alors, la question du comportement moteur, elle se pose, il y a des gens qui la contestent complètement, parce que là, vous allez au musée de l'art brut à Lausanne, vous voyez tout de suite les productions de certains patients, vous vous dites assez facilement que ce sont des patients Asperger, Motoka, qui reproduit toutes les têtes de locomotives sur un format de papier A4. Et à l'inverse, à droite, vous avez le patient, un patient qui était chez nous, qui est dans un refus d'action motrice spontanée, qui a régressé quasiment totalement à la marche, mais qui pour autant se met dans une position que moi, personnellement, je ne pourrais pas avoir. Donc c'est une certaine compétence aussi de se mettre dans cet état-là. Voilà, donc on gère un ensemble de comportements défis dans cette unité, et effectivement à chaque fois se pose la question de savoir lesquels sont spontanés, volontaires, lesquels sont spontanés et lesquels sont purement involontaires. Et en particulier, ce qui fait souvent penser à des actions involontaires, on en parlait tout à l'heure au déjeuner, c'est ce qu'on appelle les comportements de self-restraint. C'est qu'on a l'impression que beaucoup de patients font ce qu'ils peuvent pour s'empêcher de se taper ou s'empêcher d'agresser, c'est-à-dire qu'ils se mettent eux-mêmes, je vous remonte Florian ici. Voilà, Florian est un grand automutilateur, il a eu des lésions cérébrales et une ostéite de l'os frontal à cause de ça. Je pense vraiment qu'il n'a pas envie de se faire du mal, mais qu'il ne peut pas s'en empêcher. Voilà, et tout ça, ça renvoie à différentes hypothèses qui sont en fait des axes d'interprétation des comportements. Est-ce que ça relève d'une activité cognitive? Est-ce que ça relève parfois d'états de conscience particuliers ou émotionnels? Ou est-ce que ces comportements sont souvent des réponses vis-à-vis d'éprouvés corporels? Alors, pour ça, il faut réussir à développer un modèle clinique à la fois simple, opérant, qui part un petit peu déjà de la compréhension qu'on a de l'autisme. La compréhension qu'on a de l'autisme, c'est que le patient autiste, du fait de ses particularités, a un mode de compréhension de son environnement particulier, aussi bien au niveau des interactions sociales que de la compréhension des séquences, des enchaînements, que de l'intégration de certaines sensations. Et puis à l'inverse, il a cliniquement, on observe des difficultés dans le choix des actions. Ça peut être des réponses différées, ça peut être une passivité, ça peut être un schéma d'exécution déficitaire, des modes d'exploration bizarres des objets. Et que dans cette recherche d'une certaine homéostasie, d'une certaine constance dans son environnement, dès qu'il va y avoir un stress environnemental ou psychosocial, il y aura des pertes de points de repère, des débordements d'émotions. Et le trouble du comportement est d'abord compris comme un moyen de réajuster une certaine continuité, une certaine prédictibilité dans son environnement. Et à ça, chez le patient non verbal, vous ajoutez des comportements plus intentionnels, qui sont des formes de communication déviante et qui ne sont pas propres à l'autisme, qui sont propres à la déficience intellectuelle en général, la communication déviante, la recherche de renforçateurs, l'évitement, etc. Aujourd'hui, on est dans des approches beaucoup plus dimensionnelles que l'autisme. Ça, c'est la diapo que vous avez vue de Jean-Xavier que j'ai piqué, mais j'ai mis son nom. L'autisme, c'est un appariement de 2 dimensions. Pour réussir à aider ces patients-là, il faut bien sûr élargir le spectre de l'évaluation avec les autres dimensions développementales. Mais malgré tout, il y a une particularité dans l'autisme, c'est quand même cette question de modulation sensorielle. Avec ça, j'apprends rien à personne. Aujourd'hui, voilà, il y a des patients qui ont des profils plutôt hypersensibles, c'est-à-dire qui sont envahis par des sensations désagréables envahissantes, d'autres plutôt hyposensibles, avec des informations qui sont plutôt atténuées par le cerveau et qui vont être donc cours dans des recherches beaucoup plus actives. Et ces profils sensoriels vont amener un besoin de suradaptation, vont amener une anxiété, une adaptabilité, une fatigabilité. Sachant qu'il y a une hétérogénéité par profil, on peut être hyposensible sur une modalité sensorielle et pas sur une autre. Voilà. Ce qu'on montre aujourd'hui quand même, ce qui revient, c'est que ces comportements sensoriels, ils aboutissent à des comportements adaptatifs qui sont quand même décrits, puis à des comportements défis. On pense à certaines stéréotypies, certaines postures, voilà, et qui sont quand même assez bien corrélées à la sévérité de l'autisme. Donc aujourd'hui, il y a 3 façons de voir les troubles sensoriels. Il y a la question de la modulation, les hyposensibles, les hypersensibles. On ne répond pas de la même manière aux besoins d'un patient hypersensible que d'hyposensible, en particulier dans la gestion des troubles du comportement. On ne met pas en chambre d'isolement un patient hyposensible quand il s'agite, il va être encore plus mal. Il va chercher des stimulations par ailleurs, il va s'automotiver encore plus fort.
Il y a des problèmes de discrimination sensorielle, et puis il y a les questions de dyspraxie, de problèmes posturaux, qui sont finalement assez bien décrits dans l'autisme, je dirais, non complexe, des problèmes de tonus, retard psychomoteur, maladresse, etc. Voilà. Après, les choses dans cette population se compliquent parce que les décompensations et les troubles du comportement ne sont jamais isolés, et quand on voit là les causes de décompensation parmi les 70 premiers patients qu'on a eu à l'USIDATU, il y a 30% de patients pour lesquels on a dit que la cause c'était principalement une difficulté d'ajustement environnemental. Ça, c'est à l'issue de l'hospitalisation, hein. C'est par rapport à ce qu'on a travaillé aussi, c'est aussi des vérifications a posteriori. 30% pour lesquels c'était des problèmes organiques, essentiellement des problèmes gastro-intestinaux ou d'épilepsie, et puis 30% pour lesquels on a fait l'hypothèse de problèmes psychiatriques qui se sont rajoutés. C'est quand même essentiellement dépressif. Voilà, donc déjà, ça pose cette dimension comorbide somatique, elle pose d'énormes problèmes parce que déjà, il faut la voir sur 4 niveaux. Il y a déjà, parmi les patients autistes sévères, un nombre assez important de patients qui ont des comorbidités somatiques développementales, c'est-à-dire qui ont une dimension étiologique, donc des troubles génétiques qui sont associés, et pour lesquels certains sont clairement associés à des troubles moteurs. Donc déjà, il y a une comorbidité importante entre l'infirmité motrice cérébrale et l'autisme. Il y a à peu près 7% des patients avec infirmité motrice cérébrale qui ont un autisme. C'est quand même plus que dans la population générale. Ensuite, il y a des maladies génétiques pour lesquelles on décrit une évolution à soit un retard psychomoteur et des difficultés motrices, soit une dégradation. Je pense au syndrome de Rett, par exemple, qui est le plus connu. Et puis, il y a des dégradations aussi sensorielles qui rendent plus compliquée l'intégration sensorimotrice par la suite. Il y a les troubles associés, c'est-à-dire qu'il y a fréquemment quand même l'apparition de manifestations comorbides qui viennent compliquer, voire aggraver le pronostic fonctionnel de l'autisme. Et certaines sont neurologiques et motrices. Il y a des tics qui peuvent apparaître. C'est très compliqué de faire un diagnostic de tics. Il y a de l'épilepsie. Il y a des douleurs chroniques qui sont liées par exemple aux troubles du transit ou à certaines pathologies très fréquemment associées. Et puis il y a aussi les problèmes de dysautonomie et d'atopie. Dysautonomie, c'est les réactions neurovégétatives. Par exemple, effectivement, quand vous êtes très allergique, vous avez aussi souvent des réactions dysautonomiques. Donc tremblement, pâleur, sensation de malaise, etc. Si ça devient un problème récurrent, on imagine que ça n'aide pas des gens qui ont déjà des difficultés à intégrer des sensations à la base. Après, il y a tous les problèmes intercurrents qui peuvent survenir chez tout le monde. Ça, on en a parlé, c'est connu maintenant. On cherche des otites, l'apparition de migraines, les problèmes dentaires, les problèmes abdominaux, les problèmes urogénitaux, les problèmes au niveau de l'appareil locomoteur. Et il y a un ensemble de réponses comportementales qui peuvent être aussi la recherche de positions antalgiques ou alors la communication d'une douleur physique. Voilà. Et puis le dernier niveau des dimensions associées, c'est la iatrogénie, c'est-à-dire les conséquences lésionnelles que des comportements des patients, puis surtout les effets secondaires de ce qu'on croit mettre en place pour les aider. En premier lieu, les traitements médicamenteux. La caractéristique de ces patients, c'est qu'ils ont des réactions très sensibles à des médicaments et qu'il faut toujours aller chercher la dernière ligne du Vidal au niveau des effets secondaires pour être quasiment sûr que les patients l'ont. Je vous montre quelques exemples. Ça, c'est un syndrome de Meige qui est apparu chez un patient qui était sous atarax et qui a totalement disparu après l'arrêt de l'atarax. L'atarax, c'est rien du tout quand même, hein. Ça, c'est également ce patient que vous avez vu tout à l'heure qui avait un ébibalisme très important, des mouvements choréiformes. C'était aussi l'atarax. Et là, un syndrome parkinsonien très marqué chez un patient qui a été mis... Alors c'est connu pour les neuroleptiques, mais lui c'était la dépakine, donc le valproate. Donc c'est plutôt les neurologues qui suivent les patients âgés, hein, qui connaissent les effets parkinsoniens de la dépakine, mais la plupart d'entre nous, on ne le connaît pas. Donc c'est l'intérêt des fenêtres thérapeutiques aussi chez ces patients. Et donc, ça souligne aussi la difficulté d'aborder une étude ou un intérêt pour la motricité chez ces patients tant qu'on n'a pas déjà fait un travail sur la complexité et l'articulation des comorbidités entre elles, qu'elles soient médicales, environnementales, psychiatriques, et qu'on n'a pas essayé de désintriquer l'ensemble des dimensions à l'œuvre dans la genèse des troubles du comportement. Maintenant,
si on revient et qu'on a fait ce travail, et qu'on essaie de se réintéresser à un problème de motricité propre à l'autisme, ça nous renvoie en fait aux hypothèses éthiopathogéniques ou explicatives de l'autisme, les théories motrices de l'autisme, qui sont justifiées par l'apparition très précoce d'anomalies motrices chez les enfants. Dès la naissance, il y a des différences qui sont notées autour d'une asymétrie tonique, des particularités au niveau de la marche, mais ça a été abordé ce matin. Il y a un ensemble de troubles qui sont décrits de façon plus ou moins... la littérature est plus ou moins cohérente, mais sur les différentes revues, finalement, c'est quelque chose qui ressort, à la fois autour du tonus, de la motricité fine, de la motricité globale, de la coordination, de la posture, des aspects plus, je dirais, neuropsychologiques autour de l'anticipation motrice, de la planification des gestes, puis beaucoup d'études aujourd'hui autour de la coordination oculo-manuelle. On s'intéresse du coup à la question des schèmes moteurs beaucoup dans l'autisme, c'est-à-dire la capacité à simuler un mouvement sans l'exécuter, c'est-à-dire à pouvoir envisager de finaliser une action orientée vers un but à travers plusieurs chemins, et donc de pouvoir mentaliser le geste. L'idée de cette mentalisation des gestes ou cette simulation constitue, dans l'idée de certains chercheurs, en fait une interface intéressante qui donne accès à des cognitions de plus haut niveau, en particulier les cognitions sociales, à travers la conscience de soi, la différenciation de soi et des autres, l'image du corps et la capacité d'imitation, par exemple. Ça a été aussi abordé ce matin. Donc, un schème moteur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une prédiction en fait, motrice et reproductive du mouvement qui prévoit en elle les conséquences sensorielles et temporelles du mouvement. C'est un vieux modèle qui est encore utilisé par les neurophysiologistes, et donc on peut parler même si on n'est pas neurophysiologiste. Et ces schèmes moteurs en fait, vont se construire avec le développement à travers les contraintes que l'environnement va exercer sur les mouvements qu'on exerce, enfin, sur nos mouvements. Et donc les réafférences sensorielles vont toujours permettre de recalibrer le mouvement jusqu'à ce qu'on arrive à une exécution plus rapide, précise de ce mouvement et une anticipation et permettre une anticipation posturale à partir de points de référence. Ces anticipations posturales, elles sont autorisées par les schémas corporels, c'est-à-dire la représentation interne de la géométrie du corps, de sa dynamique, de son orientation, et qui permet justement de servir de référentiel pour une exécution motrice. Et c'est quelque chose qui n'intervient pas au niveau des afférences primaires de la sensibilité, mais déjà au niveau d'un traitement supramodal. Donc déjà c'est une intégration déjà sensorielle, tout en étant encore quelque chose d'inconscient ou de spontané, ce qui fait qu'on la différencie de l'image du corps, qui est plutôt l'objet sur lequel on travaille en pédopsychiatrie, par exemple, sur l'anorexie et d'autres pathologies. Alors, il y a des propriétés au niveau du schéma corporel, mais les plus importantes à retenir, c'est qu'ils sont effectivement mis à jour en permanence par le mouvement et justement ce couplage action-perception, qu'ils sont extrêmement adaptables, et c'est grâce à ça qu'on finit par s'approprier certains outils comme faisant partie de nous, et c'est une fonction adaptative importante, justement, cette adaptabilité, mais adaptabilité veut dire aussi que c'est un système qui est faillible, et pour lequel il peut y avoir facilement des illusions qui peuvent être mises en œuvre de façon expérimentale. Et puis l'autre propriété importante aussi, c'est que le cerveau en fait donne toujours une cohérence au schéma corporel et essaie de gérer en fait les conflits ou l'inadéquation entre les réafférences sensorielles et les prédictions en donnant du sens. C'est comme ça qu'il y a des pathologies lésionnelles ou par exemple des pathologies comme le membre fantôme qui peuvent expliquer, c'est une explication que va donner le cerveau vis-à-vis pour traiter cette incohérence. Donc il va se développer le schéma corporel dès la naissance avec une perpétuelle construction autour des expériences et des sensations internes et externes du corps en mouvement. Et à la fin, finalement, les représentations du corps vont être très différentes des
des limites corporelles physiques, hein. Elles vont être modifiables et dynamiques. Dans l'autisme, si on revient à la question de l'autisme, cette question-là du référentiel, aujourd'hui, son développement le plus récent, c'est la théorie des micro-mouvements de Torres, qui montre qu'effectivement, il y a en fait dans les mouvements une oscillation initiale et des mouvements parasites, un bruit de fond qui va traduire justement cette recherche du contrôle moteur via des réafférences qui vont de plus en plus être atténuées au fur et à mesure du développement grâce à l'affirmation, ou en tout cas à l'amélioration des schèmes moteurs. Et ce que montre Torres, c'est que dans l'autisme, en fait, les patients continuent à utiliser une voie lente comme ça dans l'exécution des mouvements, ce qu'elle met en évidence à travers l'observation avec des caméras de ces oscillations, mais qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui apparaissent. Ce qui est intéressant, c'est que chez les patients autistes, ces micro-mouvements, on les observe tout au long du développement. On l'observe à l'âge adulte, et puis quel que soit le niveau de développement. D'où la question sur laquelle travaille beaucoup Jean-Xavier, d'une signature motrice de l'autisme. L'autre point important dans la théorie de Torres, c'est que en fait, on se focalise sur les atteintes du système nerveux central dans l'autisme, autour de l'intégration sensorielle, mais qu'à travers les questions du mouvement et des réafférences, aujourd'hui, on s'intéresse aussi à la question du système nerveux périphérique, avec l'idée que les afférences aussi sont remodelées par l'action qu'on a sur notre propre environnement, et qu'aujourd'hui, le tableau d'autisme, c'est un tableau à la fois d'une atteinte centrale, mais aussi de particularités du système nerveux périphérique. Voilà, c'était pour la partie théorique. Donc, dans l'autisme, finalement, il y aurait quand même une cohérence à augmenter les afférences sensorielles et à terme peut-être d'améliorer le mouvement et d'améliorer aussi certains comportements adaptatifs. Alors, quand on parle de réafférence sensorielle, on parle de quoi? Pour les schémas corporels, pour la posture, en fait, tout repose sur certains capteurs, hein, qui nous permettent de nous orienter dans l'espace. Alors, il y a la vision, bien sûr, mais il y a aussi la proprioception. Et la proprioception, ça passe par les sensations issues de nos articulations, de nos tendons, nos effecteurs musculaires. Ça passe par la peau, mais ça passe aussi par le système vestibulaire qui donne l'impression d'équilibre. Et puis le système manducateur, donc la mâchoire qui est aussi importante. Le système postural, lui, qui est à la base justement de l'anticipation motrice, lui va reposer donc sur l'intégration de toutes ces informations, qu'elles soient visuelles, proprioceptives ou vestibulaires. Et effectivement, s'il y a une vulnérabilité d'un de ces systèmes, il y aura une atteinte posturale. Dans l'autisme, on peut imaginer, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a différents niveaux qui vont créer en fait des atteintes de ce système postural, à la fois au niveau de l'intégration sensorielle, mais aussi au niveau sensoriel pur, c'est-à-dire au niveau périphérique. Que ce soit la douleur, la dysautonomie, l'épilepsie, les problèmes médicamenteux chez les patients polymédiqués, et puis les problèmes sensoriels qui se surajoutent. Et puis, donc, ce qui m'intéresse ici, c'est l'hypermobilité articulaire. Et pourquoi l'hypermobilité articulaire? Ça, on va y revenir. C'est parce que c'est un modèle de déficience proprioceptive périphérique. Donc, la proprioception, qui fait partie des modalités les plus importantes justement pour l'orientation spatiale et la posture, je rappelle que c'est une capacité, en fait, une conscience de la position du corps dans l'espace, mais aussi la conscience de nos propres mouvements sans avoir à les observer visuellement. Ça permet l'équilibre, la posture, et donc c'est une modalité importante du schéma corporel. Il y a beaucoup de récepteurs qui permettent la proprioception, j'en ai parlé tout à l'heure. Les fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi, et puis les récepteurs articulaires qui donnent une sensation de la position du corps, mais aussi beaucoup de récepteurs au niveau plantaire, comme les corpuscules de Pacini, des récepteurs cutanés, les récepteurs vestibulaires donc, et l'oculomotricité.
Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que et nous, en tant que pédopsychiatres, c'est surtout des choses qui sont travaillées par les médecins de rééducation, c'est que, par exemple, il y a une relation invariable entre certains muscles oculomoteurs et le tonus de certains muscles du corps, comme au niveau des membres inférieurs, par exemple. Donc, en fait, il y a une relation au niveau des chaînes musculaires qui permet justement d'avoir une meilleure proprioception. Pareil pour la sphère manducatrice, c'est un élément très important du maintien postural et de la proprioception. La mâchoire est capable quand même de détecter des toutes petites... on est capable de détecter jusqu'à 16 microns en tenant quelque chose entre nos dents, donc la largeur d'un cheveu. Et effectivement, par exemple, l'articulation temporomandibulaire, en fonction de son positionnement, il y aura par la suite des difficultés posturales globales. Donc ça va déséquilibrer globalement la proprioception. Donc les médecins de rééducation ont développé, en fait, ont décrit un syndrome qui s'appelle la dysfonction proprioceptive, que je vous montre ici. C'est le syndrome de déficience proprioceptive qui avait été décrit par Martin Dacuna et Rolando Alves da Silva. Ce qui est intéressant dans la description de ce syndrome, c'est qu'il y a effectivement des atteintes qui vont être à la fois fonctionnelles au niveau de la posture et au niveau des douleurs, mais il y aura aussi des conséquences autour de la localisation spatiale et ensuite des problèmes cognitifs qui vont être révélés par ces difficultés. Donc Martin, dans ce syndrome de déficience proprioceptive, il y a à peu près 40 symptômes qui sont décrits et qui sont des plaintes fonctionnelles des patients. Mais donc, qui dit plainte fonctionnelle dit que pour l'attribuer à des patients autistes non-verbaux, c'est pas possible. Pour autant, on peut imaginer ce que vivent des gens qui ont des difficultés autour de cette proprioception, des douleurs type dorsalgie, lombalgie, des vertiges, des problèmes d'énurésie, des sensations permanentes d'avoir les mains froides. Ça, c'est pour les aspects tonus et posture, que du coup, vous pouvez quand même objectiver par l'observation. Des problèmes au niveau spatial. Je vais vite, hein, mais je vous donnerai tous les documents à la fin. Je pense qu'on est censé vous laisser le diaporama. Des difficultés d'orientation spatiale, des sensations vertigineuses, et puis des difficultés plus cognitives liées à l'intégration sensorielle, sensation de voir les choses déformées, une vision double ou triple, le bruxisme, des difficultés à se concentrer. Donc un ensemble en fait, de symptômes qu'on n'a pas beaucoup de mal à attribuer aux patients porteurs d'autisme, ou en tout cas on se dit que ces patients porteurs d'autisme qui ont une déficience proprioceptive doivent vivre des choses extrêmement désagréables sans qu'on puisse les soulager ou sans qu'on puisse identifier ces plaintes. Or, ces plaintes, elles sont objectivables chez les patients dits neurotypiques. Hein. Il y a des mesures posturostatiques, des mesures posturodynamiques qui permettent de les objectiver, puis également des tests visuels qui sont très bien décrits, qui sont très reproductibles. Ça, par exemple, c'est des signes d'observation de dysproprioception orale liés à l'appariement dentaire et à des troubles de la déglutition que vous voyez ici, qui sont liés aussi à la contracture sternomastoïdienne. Voilà. Donc, comment ça se passe chez les autistes sur ces aspects proprioception à la base? A priori, on ne se dit pas que les autistes ont un problème proprioceptif plutôt qu'autre chose. En revanche, quand on s'intéresse à la capacité d'ajustement postural, on voit qu'au contraire, ils ont plus besoin de la proprioception que du visuel pour ajuster leur posture. Et quand on s'intéresse à leur apprentissage moteur ou à leur contrôle moteur, c'est pareil. On a l'impression que non seulement ils sont normalement pas déficitaires, mais qu'au contraire, ils recourent plus à la proprioception, donc au sens interne du mouvement, plus qu'à la vision pour réussir à apprendre des tâches nouvelles. Du coup, se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand cette atteinte, quand il y a une atteinte comorbide en fait, de la proprioception qui survient, et en quoi celle-ci peut jouer sur les capacités justement d'apprentissage moteur chez les patients autistes. Alors, on fait l'hypothèse que chez ces patients-là, il va y avoir des conduites adaptatives qui vont être observables autour de problèmes de tonus,
autour du contrôle postural, que ce soit la marche sur la pointe des pieds, la recherche de positions bizarres, comme vous avez pu voir chez Florian tout à l'heure, le besoin de pousser les autres ou les objets, de s'allonger sur le sol, de poser la tête au sol, de chercher des appuis sur les gens, d'aimer être tiré, ou d'apprécier qu'on les balance ou qu'on les mette sur des trampolines, par exemple. Des problèmes au niveau du contrôle moteur, avec des patients qui ont tendance à se cogner, à tomber, à être plutôt dans une hyperactivité motrice, qui ont des postures aussi assez désarticulées, qui ont des mouvements particulièrement brusques, et qui vont, au contraire, qui vont plutôt rester dans des attitudes statiques en évitant les mouvements ou en s'opposant aux mouvements. Et enfin, certaines stéréotypies qui font penser à ça, comme les recherches de vibrations, les tournoiements, le fait de courir sans cesse, des mouvements de balancement, des sauts, des cris. Et puis, par rapport à ces conduites adaptatives, on peut isoler aussi des comportements défis, hein, que ce soit des comportements d'agrippement, des comportements d'adhésivité, des autostimulations vibratoires, des automutilations aussi, ou en tout cas certaines automutilations. Ça peut peut-être aussi jouer dans certaines catatonies qu'on observe quand il n'y a pas d'autres causes ou d'autres explications de la catatonie, ou au contraire certaines agitations permanentes. Alors, l'hyperlaxité articulaire est un modèle intéressant de dysproprioception. Et le diagnostic, je dirais, typique dans l'hypermobilité articulaire, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est intéressant l'histoire du Ehlers-Danlos parce que c'est aussi controversé que les questions diagnostiques dans l'autisme. Il y a les mêmes guerres ou oppositions que les généticiens avaient avec les psychiatres. Maintenant, ça se calme un peu. Les médecins de rééducation et les généticiens s'opposent sur l'existence de ce syndrome à travers ceux qui disent qu'il y a des signes observables et objectivables, et d'autres qui disent qu'il n'y a pas le gène, donc il n'y a pas la maladie. Donc la vérité est sans doute entre les deux. En fait, le syndrome d'Ehlers-Danlos fait partie du spectre plus large de l'hypermobilité articulaire. Pourquoi c'est intéressant l'hypermobilité articulaire? C'est parce qu'on sait qu'il y a plein de récepteurs proprioceptifs dans les articulations, les récepteurs de Golgi et autres, et que ces articulations nous donnent des informations très importantes sur la position du corps. Or, on ne sait pas tellement d'où vient en général l'hypermobilité. Certaines personnes pensent que c'est au contraire le résultat de problèmes toniques antérieurs, et d'autres personnes pensent que c'est un problème structurel. D'où l'intérêt du syndrome d'Ehlers-Danlos, qui lui est un problème héréditaire, certes, mais objectivable, c'est-à-dire que c'est une collagénopathie, c'est une atteinte des tissus conjonctifs qui aboutit à des atteintes systémiques, c'est-à-dire une hyperélasticité de la peau, des difficultés articulaires et aussi plein d'autres complications liées en fait à une mauvaise qualité du tissu conjonctif. Alors, juste l'hyperlaxité articulaire, ça se mesure de façon assez objective chez les patients, à travers le score de Painton sur différentes articulations, où si on n'arrive plus à les observer, ces signes d'hyperlaxité, on peut faire un questionnaire rétrospectif qui s'appelle le test de Simpson. Je dis ça, c'est parce que parfois, à force d'être hyperlaxe, on ne bouge plus, et quand on ne bouge plus, au lieu d'avoir d'avoir une hyperlaxité, on a une rétraction tendineuse. Donc ça ne se voit pas forcément, sauf sur les articulations qui compensent jamais, comme l'épaule, mais qui ne fait pas partie des critères de l'hyperlaxité. Donc c'est encore quelque chose de très, très difficile à déterminer. Ce qu'on sait, c'est que plus il y a une hyperlaxité, ou plus il y a un degré important d'hyperlaxité, plus il y a de chances d'avoir un déficit proprioceptif. Et également qu'il y a une part significative, à peu près 40% des patients qui codent sur le score de Painton, au-delà de 5, ont un réel trouble de la coordination motrice. Donc c'est réellement un modèle intéressant pour étudier une anomalie des afférences proprioceptives. Comme je vous disais tout à l'heure, parmi les problèmes d'hyperlaxité articulaire généralisée, il y a différentes entités cliniques. Il me reste encore, je suis à 35 minutes, il me reste 10 minutes, normalement. 3 quarts d'heure, vous m'avez dit. Hein, ouais. Il y a différentes anomalies génétiques en particulier, et notamment des génétiques qui sont décrites dans l'autisme, et également des maladies héréditaires du tissu conjonctif dont fait partie l'Ehlers-Danlos.
Donc il y a plein de formes d'Ehlers-Danlos. Celle qui nous intéresse, c'est la forme hypermobile, parce que c'est celle qui est quand même assez facilement observable. Et vous voyez ici qu'il y a un ensemble de dimensions cliniques fondamentales hein, autour de l'hyperlaxité articulaire, l'hyperélasticité de la peau, et puis des plaintes fonctionnelles hein, chez ces patients qui se plaignent régulièrement de douleurs articulaires, de fatigabilité, de douleurs musculaires, de maux de tête, d'arthralgie. Et à l'inverse, ces problèmes de laxité et de tissu conjonctif ont un impact à la fois par rapport au risque de luxation, des problèmes de dysautonomie, des problèmes de transit, des problèmes d'allergie également. Et donc c'est un syndrome assez riche avec pas mal de conséquences. Et ces conséquences ont un impact aussi cognitif, à la fois sur la proprioception, sur la régulation posturale, sur le contrôle moteur, sur la sensorialité, l'anxiété et autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est Carolina Velosko qui a développé des patterns de comportement en fonction des plaintes et des difficultés principales qui sont décrites dans ce syndrome, et ça donc chez des sujets non verbaux. Par exemple, des postures très, très contrastées autour de la réaction à la douleur, avec des patients qui vont éviter de bouger, d'autres qui vont être au contraire dans une hyperactivité pour éviter d'avoir mal. Autour de la dysautonomie, avec des patients qui vont rester très clinophiles pour ne pas bouger parce que s'ils se lèvent, ils ont des chutes de tension. D'autres qui vont être au contraire dans l'instabilité motrice permanente. Les questions proprioceptives, ceux qui sont dans les recherches sensorielles proprioceptives, ceux qui sont dans l'évitement. Et puis une façon de gérer aussi l'anxiété, qui est une comorbidité très fréquente dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, avec des patients qui vont être plutôt dans une hyperactivité, très engagés dans la vie, d'autres qui vont être dans l'évitement permanent. Alors ça c'est intéressant parce que c'est des patterns de comportement que les gens peuvent vous décrire, mais que vous ne pouvez pas rapporter chez les patients autistes quand vous êtes dans une observation des comportements. Or, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une littérature qui commence à émerger autour de la comorbidité du syndrome d'Ehlers-Danlos et de l'autisme. Bon, là, il y a une revue suédoise en particulier qui a été assez bien conduite, même si les critères du Ehlers-Danlos ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui prévalent aujourd'hui. Et si on prend les patients de l'Usidatu, en fait, on avait une proportion très importante de patientes qui avaient ces problèmes d'hyperlaxité articulaire et un certain nombre qui avaient également un syndrome clinique d'Ehlers-Danlos qu'on pouvait observer dans les attitudes passives qu'ils avaient. Là, vous voyez un patient Lotus. Là où ça se complique, c'est qu'effectivement, si on prend toutes les comorbidités qu'on rencontre fréquemment dans l'autisme et qu'on ajoute toutes celles du Ehlers-Danlos, on arrive sur des situations qui sont plus complexes, mais hyper complexes. Et c'est vrai que c'était les patients les plus difficiles qu'on ait rencontrés à l'Usidatu jusqu'à maintenant. C'est parce qu'il y a des tas de boucles et de cercles vicieux qui s'installent. Si je prends par exemple la question de l'hyperlaxité, on voit que les comportements sensoriels que peuvent avoir les patients Ehlers-Danlos, quelqu'un qui saute toute la journée avec une hyperlaxité va avoir plus facilement une instabilité, va avoir un risque de luxation et va aggraver également son pronostic fonctionnel au niveau des articulations. Donc les problèmes sensorimoteurs aussi du fait du manque d'informations émanant des articulations vont être aggravés, et donc on va imaginer qu'il y a beaucoup plus de comportements adaptatifs dans cette population. Je montre l'exemple de ces patients où effectivement on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas des douleurs chroniques qui se développent, et des douleurs posturales liées à cette hyperlaxité. Vous avez ici un autre patient qui dort en lotus allongé sur lui-même, et puis vous voyez qu'à terme, il commence à y avoir des déformations osseuses qui se mettent en place. Donc finalement, ces questions d'hyperlaxité, de dysproprioception, elles ouvrent tout un champ thérapeutique qui a déjà été en fait balisé par les médecins de rééducation, mais qui est assez peu investi par les psychiatres, parce qu'il y a des tas de choses pour rééquilibrer la proprioception, à la fois au niveau par exemple des orthèses plantaires, de la rééducation orthophonique, au niveau également orthodontique. Et parmi ces différents dispositifs, il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, c'était les vêtements compressifs. Parce que en fait, les vêtements compressifs, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils sont utilisés déjà dans d'autres pathologies, à la fois pour un effet antalgique, par exemple pour les grands brûlés, parce qu'ils permettent d'obtenir un gate effect, quoi. Quand vous avez mal quelque part et qu'il faut rajouter des sensations
cutanée cohérente sur l'ensemble du corps, vous diminuez l'impression globale de douleur. Et puis, on les utilise aussi par rapport à leur effet proprioceptif et comme aide pour le contrôle moteur. C'est utilisé dans le sport et ça montre une efficacité dans un certain nombre d'épreuves sportives, mais c'est aussi utilisé dans certaines maladies neurologiques liées aux anomalies du tonus, comme le Parkinson. Donc la question, c'était est-ce qu'on peut les utiliser dans l'autisme sur un profil de patient chez qui on objective des troubles proprioceptifs, en tout cas des comportements adaptatifs qui font penser à une difficulté d'intégration des sensations proprioceptives, ou à des patients très hyperlaxes. Alors ça, aussi pour vous dire que l'effet proprioceptif, il est objectivable chez les patients hyperlaxes. Vous avez là des épreuves de scintigraphie, sur des plaques, des plaques de mesure posturale, de stabilographie, sur lesquelles vous voyez en fait une oscillation assez importante du centre de gravité et qui est nettement réduite, c'est-à-dire que quand vous portez la combinaison, il y a également des améliorations posturales qui sont objectivables. Donc on a essayé du coup de proposer ce dispositif chez un patient au début, que vous allez voir ici, qui s'appelle Nicolas. L'autre côté, ils sont prêts. Donc je vais couper rapidement la vidéo, mais c'est pour vous donner un peu le niveau de crise qu'il avait. Donc ce patient-là avait des épisodes d'agressivité, d'auto-agressivité très importants, qui survenaient de façon inopinée. Et puis par rapport aussi à une proprioceptive que je vous ai décrit, c'est un patient qui pouvait tout faire sur le sol. Il avait besoin de marcher sur les fesses. Il avait besoin de marcher systématiquement sur les... Est-ce que je peux avancer ? Comme je suis tenu par le temps, j'aimerais bien... Il y a une possibilité d'avancer le film ou pas ? Vous savez ? Parce que ça dure 3 minutes, mais non, pas à la crise, hein. Je veux dire... Comment je fais ça ? Bon, ça va durer quelques secondes, ça va s'arrêter. Donc c'est un patient qui avait toujours besoin également, comme beaucoup de patients avec atteinte proprioceptive, d'être dans des draps ou de se serrer lui-même dans des vêtements, et on voit très bien des difficultés d'intégration sensorielle chez lui, parce que quand il crie, qu'il se fait des sensations proprioceptives, ce ne sont pas tellement la main qu'il touche. Puis à un moment donné, il s'arrête de parler, puis tac, il sent la main, et là il envoie un coup. Voilà, il commence à s'énerver. Très difficile à calmer. Et vous allez voir qu'il était beaucoup au sol aussi, dans ses déplacements. De grosses difficultés à se mouvoir. C'est un peu dommage que je ne puisse pas accélérer, parce que du coup je vais aller très vite sur la fin. Mais bon. J'arrive pas à l'avancer, non? Sauf peut-être si je vais directement sur le... Non, ça va pas, ça bug. Voilà, pardon. Non, ça s'est arrêté le diaporama. Peut-être oui, comme ça. Voilà, ok, je vais vous faire avancer comme ça, vous m'excusez.
Voilà, donc ça a été la première fois qu'on l'a équipé. Donc il y a eu une prise en charge multidimensionnelle avant, hein. C'est un patient qui a eu des recherches il a eu une fibroscopie. Ah bah là vous n'avez plus rien. Alors moi je vois bien, mais mon point de vue égocentré marche bien, mais bon là il me reste 2 minutes pour présenter l'étude, donc je vais essayer de ne pas crier, de panique. Ouais. Voilà. Donc là, ça y est, je panique là. Bon. Déjà le temps. Mais on peut pas avancer du coup. On peut pas mettre en double écran, même si je suis en. Bon, tant pis, hein, on va. Ouais. Ah bah non, mais si, c'est bon. Là. Attendez. Attendez. Bon, on va couper le son déjà. Voilà. Je comprends pas. Bon, tant pis, excusez-moi, j'essaierai de vous le montrer après, mais le peu de temps qui me reste. Donc, en fait, ça a été une expérience très positive, croyez-moi sur parole. C'est un patient qui a retrouvé une posture qui s'est verticalisée et qui, surtout, a pu repartir sur un ensemble d'interactions que jusque-là, on n'avait pas pu voir, avec la possibilité de repartir, en fait, dans un certain nombre on a pu faire des observations développementales, par exemple autour de la permanence de l'objet, qui a pu rentrer dans des jeux de cache-cache, etc. Et ça nous a engagés à essayer de définir un profil de patient qui pouvait bénéficier de ce type de vêtements. Donc on a fait une première étude chez 14 patients, chez qui on a essayé de voir un effet à la fois sur la posture, à la fois sur les praxies et à la fois sur la diminution des comportements adaptatifs. Donc c'est des patients qui avaient été d'abord hospitalisés quelques mois à l'USIDATU et qui avaient des symptômes résiduels après élimination d'un ensemble de comorbidités somatiques qui étaient susceptibles d'être douloureuses ou un traitement de comorbidité psychiatrique. Donc le protocole, ça consistait en 6 semaines de port de la combinaison, au minimum 1 heure par jour. Alors l'intérêt de cette combinaison, vous allez voir, c'est qu'elle est très facile à ôter, donc elle ne limite aucunement la mobilité du patient. Donc elle peut être en fait retirée assez facilement quand le patient en a marre. En pratique, ceux chez qui ça répondait bien aux besoins sensoriels la gardaient parfois trop, c'est-à-dire qu'ils voulaient même dormir avec. On a fait une évaluation sensorimotrice initiale et une évaluation des praxies avec un parcours moteur que vous voyez ici, qui avait 10 épreuves à peu près. On a essayé de noter les échecs, les réussites et les émergences sur ces épreuves motrices. Une mesure posturale que vous voyez là, qui était une mesure avec 2 orthopédistes sur une plaque qui ne pouvait pas être une plaque de stabilométrie parce qu'il faut rester plus d'1 minute 30 statique. Et donc il y a une observation, je dirais, simple et clinique avec un laser, avec l'utilisation du vêtement, avant et après. Donc ça, vous l'avez une vision dorsale et puis là une vision de profil. Et au bout de 6 semaines, voilà ce qu'on a pu observer. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration immédiate chez 80% de la posture avec l'utilisation de la combinaison. Il y a une amélioration des fonctions exécutives significatives autour des items réussis dans le parcours moteur. Les 2 parcours moteurs ayant été faits à 6 semaines d'intervalle, on ne pense pas qu'il y a eu un apprentissage entre les 2. Et il y a une réduction aussi significative d'un ensemble de comportements défis qui ne peut être interprété qu'au regard de la prise en charge qu'il y a eu antérieurement, médicale, multidisciplinaire et intégrative. Alors là, cette fois-ci, je peux les couper, ces vidéos-là. Donc je peux quand même vous montrer un patient qui avait une IMC, sauf que voilà, maintenant elle n'est pas du bon sens, je pense que ça va lâcher. Donc ça c'est un patient italien qui a des automutilations, donc surtout au niveau du visage avec des recherches de vibrations permanentes et qui sollicite toujours l'accompagnant
pour le tenir en fait. Et ce qui est pris pour une recherche en fait d'exclusivité, nous on l'a plutôt interprété aussi comme le besoin de disposer d'un référentiel proprioceptif, ce qui s'est vérifié le jour où on a essayé pour la première fois le vêtement. Excusez-moi, mais vous voyez que la première chose qu'il fait quand il a le vêtement, je sais pas pourquoi elle passe comme ça la vidéo, parce qu'elle était. Donc il y a d'abord un effet un peu d'étrangeté, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il peut lâcher sa mère. Il commence à explorer l'espace. J'arrête tout de suite après. Et voilà, il commence à développer une appétence motrice avec un certain plaisir, quoi, qui s'est vérifié par la suite. Voilà, donc pour conclure, en fait, on se demande bien ce que c'est que la nature de cet effet, c'est-à-dire, ça se trouve, c'est un effet juste de confort ergonomique chez ces patients. Ça se trouve, c'est un effet purement antalgique sur des douleurs qu'on n'a pas repérées malgré les explorations. La question, c'est celle d'une suppléance sensorielle, quand même, qui permettrait éventuellement de contribuer à travers l'expérience motrice à la remédiation de certains schèmes moteurs, et donc à augmenter en fait le répertoire moteur. Et il y a évidemment un certain nombre d'avantages par rapport aux outils existants, même si c'est extrêmement limité au niveau de la méthodologie, parce que ça repose beaucoup sur quand même une observance, une compliance minimale des patients, qu'on aimerait bien pouvoir du coup évaluer grâce aux nouveaux outils de technologie en conditions écologiques. Et par rapport à ça, on essaie de développer maintenant des outils effectivement de capture de la marche, mais ça, je n'ai pas le temps de le développer, mais pour vous montrer qu'effectivement, on essaye de passer par une tâche motrice très simple qui est la marche, avec une caméra qui est facilement transportable et qui va pouvoir calculer à la fois les aspects posturaux, statiques et cinétiques pendant la marche, que pas une tâche très compliquée. Et là, je voulais terminer, mais j'ai pas le temps, sur l'exemple de Jérémy, qui est un patient CED, donc avec Ehlers-Danlos, avec dysproprioception et autisme, sur lequel vous avez une symétrie de la marche qui est corrigée par le port de la combinaison, ce qui est observé immédiatement. Et si on se réfère aux données de la marche issues de la littérature, effectivement, on obtient une amélioration quand même de 30% de la symétrie de la marche par rapport à la norme. Donc c'est quand même assez encourageant. Voilà, je suis désolé d'avoir pris du retard et de m'arrêter comme ça.